chimie, du raffinage et du gaz. Mon nom est Nicolas Duxin, je coordonne le programme de technique de laboratoire chimie analytique au Collège d'Aussonne à Montréal. Merci à la DIC et à Coefficience pour leur invitation et pour l'organisation de cet événement. Je donne tout de suite la parole à Madame Monique Bayet, présidente de la DIC. Madame Monique Bayet, c'est à vous. Peut-être vous êtes muté, je ne sais pas, mais oui, votre micro est éteint, donc il faut le désactiver. Excusez-moi. Et voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Monique Bayet, présidente de la DIC. Donc, durant l'année que nous venons de passer, la DIC a su s'ajuster rapidement à la nouvelle réalité de la pandémie pour répondre aux besoins de ses membres et continuer ses activités grâce au virtuel. Notre sommet de septembre pour les polymères dans un format hybride et présentiel et en web diffusion a été pour la DIC un succès. Il nous a permis aussi de remettre notre prix Florian Bonnier à l'entreprise Polystyver. La DIC arrive aussi à une étape charnière de son existence. L'année 2021 devrait voir notre association se transformer en un créneau d'excellence de la chimie afin de mieux répondre aux besoins de ses membres et faire rayonner encore plus la chimie. Donc, la DIC se projette dans le futur, confiante et ambitieuse. L'association comprend maintenant 126 membres, parmi ses membres des entreprises et des organismes qui possèdent à la fois l'expertise et la main-d'œuvre pour être des acteurs clés dans l'économie circulaire du Québec. Je suis heureuse de vous retrouver pour l'événement d'aujourd'hui qui aborde une thématique fondamentale pour nos entreprises, nos travailleurs et aussi pour la relève de demain. En effet, nous allons traiter de la réalité et de l'avenir de l'industrie de la chimie au Québec qui s'inscrivent dans la semaine de l'économie verte organisée par Ecotech Québec. C'est une très belle occasion pour parler des enjeux et de la relance, mais aussi des solutions collectives à notre portée. L'industrie de la chimie évolue avec la technologie, donc la réflexion qu'on entame aujourd'hui est fondamentale et vise à apprendre plus sur le virage que plusieurs entreprises ont mis en marche ou songent à le faire pour que l'innovation dans notre industrie soit synonyme de prospérité et bien sûr du bien-être de nos travailleurs. Je sais que vous venez d'horizons différents et cela représente la diversité de l'industrie de la chimie. Nous en sommes fiers et vous remercions d'être ici présents car c'est ensemble que nous pouvons innover. Merci à Ecotech Québec, Coefficience, à nos conférenciers Maxime Maheu et Patrick Marchand, ainsi qu'à Nicolas Duxin et également à chacun d'entre vous. Bonne conférence. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Josée Bradette, co-présidente de Coefficience, directrice du développement des compétences chez Énergie. Madame Bradette, c'est à vous. Merci Nicolas. Je te rejoins, Monique, quand tu parles de diversité de l'industrie. Tu as entièrement raison. C'est seulement ensemble, en réunissant nos idées, nos réflexions, que nous réussirons à relever les nouveaux défis, mais aussi à saisir les opportunités pour se propulser là, vers l'avenir. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui en tant que coprésidente de Coefficience. Coefficience est un OBNL qui est entièrement dédié au développement des compétences de la main-d'œuvre, de l'industrie de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz. Le futur de l'industrie, là, ça nous tient vraiment à cœur. Je vous remercie d'être ici avec nous ce midi pour notre conférence sur l'avenir de l'industrie de la chimie. Cette conférence vise à comprendre l'impact des différents changements vécus par les organisations sur nos travailleurs. Donc, c'est une introduction, mais nous avons l'intention et nous devons poursuivre ces discussions ensemble dans un avenir là, qui est rapproché. Donc, nous vous souhaitons donc une belle conférence remplie de partage, remplie d'échanges et je vous souhaite une belle conférence à tous. À tantôt. Merci beaucoup. Alors, il y a 173 personnes qui sont inscrites à cet événement, 177 même qui sont inscrites. Alors, on peut dire que c'est un beau succès. Parmi les gens qui sont là aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants. Je crois qu'il y a presque la moitié des personnes qui sont présentes qui sont des étudiants.
des étudiants que je salue tous, les étudiants de Polytechnique, de l'Université Laval, l'Université de Montréal, de l'UQAM, de l'Université Sherbrooke, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, du Collège Dawson, du Cégep de Jonquière, du Collège de Maisonneuve, du Cégep de Trois-Rivières. Donc, une belle diversité là aussi qu'on vient d'évoquer. Et puis, des acteurs de l'industrie aussi qui sont de tous les secteurs. Et on est très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous, aussi bien au niveau de l'école qu'au niveau de l'industrie. Et c'est pas mal ma préoccupation en tant que coordinateur de programme. Alors, de créer ces ponts, de créer ces dynamiques entre tous ces environnements. Alors, merci à tous pour votre présence. Tout au long de cette conférence, je vous encourage à écrire vos questions dans la boîte de dialogue et nous allons les consulter en temps réel et on posera les questions aux conférenciers à la fin de leur présentation pour qu'ils puissent nous répondre. Alors, pour commencer, je voulais dire quelques mots à propos du programme de chimie analytique au Collège Dawson. C'est un programme qui permet aux étudiants de devenir en 3 ans des techniciens de laboratoire. La chimie est partout, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire. Nombreux sont les secteurs accueillant les gradués du programme. Au-delà des compétences techniques enseignées aux étudiants, nous souhaitons créer un maximum de connexions, de ponts entre l'école et l'industrie. Donc on organise des visites en entreprise, on reçoit leurs conseils de ces entreprises pour rester à jour dans nos techniques et dans nos compétences. On organise aussi des séminaires qui sont donnés par des professionnels de l'industrie pour les étudiants. Et on offre un programme de stage performant et apprécié par les étudiants et les employeurs, qui est souvent qualifié de gagnant-gagnant parce que tout le monde y trouve vraiment son compte dans ces programmes de stage. Alors, on est en pleine semaine de l'environnement et le Collège Dawson est engagé dans de nombreuses actions pour la préservation de l'environnement et a reçu le 29 avril dernier le titre d'institution championne pour son engagement à être carboneutre pour toujours par le Conseil régional Environnement Montréal. Et on n'est pas peu fiers de ça. Alors, parlons environnement. On est en plein dans la semaine environnement. Ce n'est pas une surprise. Des actions doivent être prises pour protéger notre biodiversité, notre climat, notre planète. Année après année, des événements climatiques extrêmes nous rappellent l'urgence de revoir notre façon de vivre. La science démontre depuis des années l'importance de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, les fameux GES, pour limiter le réchauffement et ses conséquences. L'industrie de la chimie a un rôle à jouer dans cette transition vers des solutions durables qui s'est déjà amorcée au Québec et qui a déjà été évoqué par la DIC au cours de précédents colloques il n'y a pas si longtemps. Encore une fois, la chimie est partout et chaque secteur, chaque niche peut contribuer à faire cette transition. Alors, quels sont les grands défis auxquels la chimie a à faire face? La chimie verte, la robotisation et les nouvelles technologies, c'est les thèmes qu'on se propose d'aborder aujourd'hui. En matière d'environnement, le gouvernement québécois s'est fixé plusieurs objectifs, les principaux étant d'ici 2030, une réduction de 37,5% des émissions de GES par rapport à l'année 1990 et une réduction de 40% de consommation de produits pétroliers. Une augmentation de 50% des bioénergies. D'ici 2035, la fin de la vente des véhicules à essence et en 2050, la carboneutralité. L'économie recyclable, un des thèmes qu'on a pas mal abordé à la DIC, fait partie de la solution. Il y a au Québec des centaines d'entreprises développant des technologies propres. Des millions sont investis en recherche et développement pour assurer cette transition énergétique. Deuxième grand défi, la robotisation ou l'automatisation. Coefficience a récemment dévoilé les résultats d'une enquête sur l'étude des conséquences sur la main-d'œuvre si l'automatisation se généralisait. Cette enquête révèle que 4200 emplois dans le domaine manufacturier pourraient disparaître au cours des 5 prochaines années. La rareté de la main-d'œuvre est un facteur à intégrer dans cette réflexion sur l'automatisation, réflexion qu'on va avoir aujourd'hui. Quel sera l'impact de ces nouvelles technologies sur nos sociétés, nos industries, en particulier dans l'industrie de la chimie au Québec? Quelles entreprises peuvent être affectées par ces profonds changements? Et y a-t-il un lien entre ces évolutions technologiques et la transition énergétique? C'est avec ces questions en ligne de mire que nous nous rencontrons aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vous présente nos 2 conférenciers, Maxime Maheu de Transbiotech et Patrick Marchand de Sanimark. Je commence par Maxime. Maxime Maheu est passionné de chimie depuis toujours. Il a un DEC en technique de laboratoire du Cégep de Lévis-Lauzon. Et après 6 années comme technicien en laboratoire de recherche chez Transbiotech,
Maxime a complété un baccalauréat en chimie organique à l'Université Laval et a pris les rênes du laboratoire de chimie analytique à Transbiotech. Après une maîtrise en chimie en 2012, Maxime a développé de nombreuses méthodes de caractérisation et de quantification des produits de santé naturels et pharmaceutiques, deux des principaux créneaux de recherche et développement de Transbiotech. Son expertise se concentre principalement dans l'optimisation des instruments de chromatographie couplés aux spectrométries de masse. Maxime est actuellement responsable du secteur chimie et biochimie analytique chez Transbiotech, où il continue d'œuvrer dans ses champs d'expertise. Alors, bienvenue Maxime, merci d'être avec nous aujourd'hui. On te donne la parole et on t'écoute. Merci beaucoup, Nicolas. Je te laisse partager ton écran. Super. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'avenir de la chimie analytique et plus spécifiquement la spectrométrie de masse, qui est une technique en ce moment en pleine évolution. Pour ce qui est de la structure de la présentation, je vais vous présenter qu'est-ce que Transbiotech, un bref historique de la spectrométrie de masse, la spectrométrie de masse de type ciblé et ses applications, la spectrométrie de masse de type non ciblé et ses applications également. En cette semaine de l'économie verte, un petit peu de chimie verte mais analytique. Je vais aussi vous présenter les compétences recherchées auprès du personnel technique et par la suite conclure. Donc, qu'est-ce que Transbiotech? Transbiotech, c'est un centre collégial de transfert technologique affilié au Cégep de Lévis, œuvrant en biotechnologie. Le centre possède une infrastructure de plus de 16 millions et a comme mission de soutenir l'innovation des entreprises en leur donnant accès à de l'expertise de fine pointe en biotechnologie, à la fois par les chercheurs, le personnel technique, mais aussi les divers instruments. Le centre aussi participe à la formation collégiale par des visites, des cours sur site et des stages. Le centre a 3 secteurs principaux d'expertise qui sont la biologie et l'immunologie, qui sont un secteur plus in vitro, les sciences pharmaceutiques, qui sont un secteur in vivo parce que nous avons une animalerie accréditée, puis la chimie et biochimie analytique dont je suis responsable. Pour ce qui est du secteur chimie et biochimie analytique, donc ici vous avez les capacités analytiques. On est beaucoup en chromatographie liquide et chromatographie gazeuse, qui sont ces types d'instruments de séparation sont liés à des différents détecteurs, dont des spectromètres de masse. Vous voyez en haut à droite un spectromètre de masse de type temps de vol. Et en bas, vous voyez un instrument de type triple quadrupole. Je reviendrai plus tard sur ces types d'instruments. Donc, un bref historique de la spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse a été fondée par Joseph John Thomson, qui a fait sa thèse en 1913 donc, ici, vous voyez le premier spectromètre, le spectromètre de masse utilisé pour générer la photo à votre droite. Ce qui a été fait, c'est que dans un tube cathodique, J.J. Thomson a soumis le tube à une énergie magnétique et électrique et on voit qu'il a réussi à séparer à la fois des atomes chargés, mais aussi, vous voyez dans le bas, 2 isotopes du néon, l'isotope 22 et l'isotope 20. Donc, c'est ici le premier spectre de masse qui a été obtenu par notre cher ami Thomson. Ici, son premier spectre de masse qui a monté. Donc, l'analyseur est à votre droite, donc le tube cathodique que je décrivais, qui est soumis à des champs magnétiques et électriques. Et vous voyez à gauche que c'était très, très expérimental par rapport à ce que vous allez voir de nos jours. Son étudiant a repris ses travaux, Francis William Aston, et il a gagné en 1922 le prix Nobel de chimie pour la découverte des isotopes stables. Il en a découvert 212 avec son 3e spectromètre de masse que vous voyez ici. Donc, ici, on a vraiment le cœur de l'analyseur
sans tout ce qui est autour de l'instrument. Par la suite, des instruments sont venus sur le marché. Donc, on voit ici Dow Chemical qui ont mis en place leur premier spectromètre de masse couplé à un chromatographe gazeux. Donc, un instrument qui date de 1957. Donc, les premiers spectres de masse qui ont été pris avec cet instrument ont été pris sur des solvants, du toluène, de l'hexane, des choses comme ça. Par la suite, en 1976, le premier LC-MS a été commercialisé par la compagnie Finnegan avec une jolie annonce avec une dame qui est une scientifique en jupe. Donc, dans ces années, les annonces étaient un petit peu différentes de maintenant, mais c'est le premier LC-MS commercial. Donc, vous voyez que c'est relativement récent comme technique, le couplage chromatographie liquide et spectrométrie de masse. Donc, pour la spectrométrie de masse ciblée, je vais vous décrire un peu les deux types avec les applications comme je vous ai mentionné. Donc, la spectrométrie de masse ciblée constitue à quantifier précisément la teneur de molécules connues à l'aide de standards purs analytiques. Cette technique moderne va utiliser beaucoup le MS-MS, donc coupler deux analyseurs, pour mesurer des quantités de l'ordre du picogramme millilitre. Donc, on est vraiment ici à des mesures de traces. Dans le bas, vous voyez un instrument de Waters à triple quadrupole. Rapidement, comment fonctionne ce type d'instrument? Nous avons 3 quadrupoles. Le premier, Q1, va sélectionner la masse du composé d'intérêt. Le Q2 va fragmenter, donc on va avoir une fragmentation qui est propre à la molécule, si on veut une empreinte digitale de la molécule. Et le Q3 va sélectionner ces fragments. Donc, on va avoir une détection qui va être très, très spécifique pour un composé connu donné. C'est ce qui va nous permettre d'atteindre aussi des niveaux de quantification très bas. Un exemple de l'utilisation de cette technique à quadrupole, c'est Ben Johnson aux Jeux olympiques de Séoul en 1988 qui a testé positif pour les anabolisants. Donc, ici, c'était vraiment les premiers balbutiements du GC-MS utilisés dans le contexte des Jeux olympiques qui remplaçaient conventionnellement les analyses de type ELISA, immunoessai. On a aussi cette technologie qui est utilisée, par exemple, pour le miel. On va détecter dans le miel le chloramphénicol, qui est un antibiotique qui a été prohibé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour la consommation humaine. Donc, on va vraiment aller le détecter à titre de trace. Puis, lorsque c'est détecté, le miel est mis hors marché. Les premiers cas ont été des miels qui venaient de Chine, dont les teneurs ont été quand même élevées. Donc, l'Agence a vraiment banni toute trace dans les aliments de cet antibiotique. Un dernier exemple de cette application, ici, on a une application qui s'appelle RIMS, qui est une application de Rapid Evaporative Ionization. Donc, on va ioniser par évaporation. Ce que vous voyez à gauche, c'est lors d'une chirurgie, le patient qui a un cancer va être opéré et le scalpel utilisé, que vous voyez à droite, va permettre de couper la tumeur et en même temps d'identifier que le tissu est vraiment un tissu cancéreux versus un tissu sain. Donc, ce que ça va permettre, c'est vraiment d'être capable de couper seulement la tumeur et de ne pas couper les tissus aux alentours qui sont des tissus sains. Donc, c'est vraiment de la spectrométrie de masse qui va être faite tout au long de la chirurgie chez le patient. Dans les applications que je vous ai montrées, il y a beaucoup de robotisation. Donc, c'est répandu dans le milieu clinique, dans le milieu alimentaire et dans l'environnement. Donc, le robot que vous voyez ici, c'est un robot qui va effectuer, oui, sur les instruments. Les instruments fonctionnent de manière automatique de prélever l'échantillon, mais tout ce qui est extraction d'échantillons, dilution, va être fait par des stations robotiques. Donc, vous voyez ici avec un
un écran d'ordinateur, on va programmer les paramètres, puis on va être capable d'effectuer la méthodologie, préparer les échantillons avant l'analyse. Donc, ceci va limiter l'erreur humaine. Ça va permettre aussi d'augmenter la cadence de travail et de diminuer les coûts. Oui, on parlait que la main-d'œuvre il va avoir un impact par rapport à la robotisation, mais il faut garder en tête ici que le robot doit être programmé, chaque méthode doit être programmée. Donc, le technicien va interagir avec le robot. C'est vraiment lui qui va s'occuper de voir est-ce que le robot fonctionne bien et s'il y a un problème durant les manipulations. Pour ce qui est de la spectrométrie de masse non ciblée, cette technique, c'est une technique qui va constituer à regarder simultanément toutes les molécules d'un échantillon afin de déterminer des marqueurs qui sont caractéristiques à cet échantillon, donc représentés ici par la fameuse aiguille dans une botte de foin. C'est ce qu'on va chercher. Donc, beaucoup de données et on va vraiment aller chercher des molécules spécifiquement. Ces instruments vont être principalement utilisés, vont être des instruments en temps de vol. Donc, je vous ai mis ici l'image pour vous montrer qu'à gauche, ce qui s'appelle le quantOff, comment la mesure est faite, c'est qu'une mesure à haute résolution, on va avoir une mesure à 4 chiffres après le point, et c'est la molécule qui va être, ou les molécules qui vont être soumises à une force cinétique donnée et vont voler dans le tube de temps de vol, d'où le nom temps de vol, et vont frapper le détecteur. C'est ce qui va permettre de mesurer la masse très, très exactement à 4 chiffres après le point. Ce type de technologie va être utilisé, par exemple, ici, la docteure Christiane Auré-Blais du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke a découvert des biomarqueurs chez des enfants naissants dans le liquide de leur cordon ombilical, a découvert des marqueurs pour la maladie de Fabry, qui est une maladie qui est vraiment une maladie qui commence très tôt, en bas âge, puis qui a un impact sur l'individu tout au long de sa vie. Vous voyez un peu ici les différents ce qui arrive aux patients. Désolé pour l'anglais ici. Donc, elle a vraiment identifié des biomarqueurs à l'aide de cet instrument. On peut aussi, par exemple, faire de l'imagerie sur des coupes de cerveau pour aller faire de la découverte sur des biomarqueurs spécifiques d'une maladie. Donc, ici, on voit les différentes couleurs vont représenter l'intensité de la molécule relative dans le tissu. Donc, on voit vraiment, selon ce qu'on regarde comme molécule, que les molécules se retrouvent à différents endroits spécifiques dans le cerveau. Donc, ça va aider pour le diagnostic et le traitement des maladies. Vous comprendrez que quand on cherche une aiguille dans une botte de foin, il y a beaucoup de data qui est généré. Donc, le fameux terme Big Data s'applique ici. Donc, on va avoir des statistiques multivariées qui vont être impliquées. Puis, ça va faire appel à la bioinformatique et à l'intelligence artificielle pour générer ce que vous voyez à gauche. Donc, on va avoir différents groupes. Et dans ces groupes, chaque point va être des biomarqueurs propres à ce groupe-là qui vont nous mener à droite, par exemple, à identifier ici des viandes. Il y a eu justement de l'adultération de viande qui a été répertoriée. Donc, avec ce genre de technique, on pourrait savoir si c'est de la viande, par exemple, bovine ou de porc. Donc, on va chercher des biomarqueurs propres à ce type d'échantillon-là. Pour ce qui est de l'économie verte, je tenais à vous mentionner que en analytique, il y a aussi ce concept-là. Dans les dernières années, on a assisté beaucoup à la miniaturisation des techniques analytiques de séparation. On est passé des techniques de HPLC conventionnelles datant des années 80 au système UPLC. Donc, qu'est-ce que ça permet? Oui, on a une augmentation d'efficacité, de rapidité d'analyse, mais on a une réduction de la consommation de solvants. Donc, vraiment un impact environnemental moins grand des laboratoires qui font de la chimie analytique. On a aussi l'utilisation du CO2 à l'état supercritique. Donc, le CO2 va être utilisé à cet état-là parce qu'il va se comporter à la fois, si vous vous rappelez de vos graphiques de physique, l'état supercritique est un état où le CO2 va se comporter à la fois
comme un gaz et un liquide. Donc, on va pouvoir l'utiliser pour faire de la chromatographie, entre autres de la chromatographie pour des isomères. Ça va être utilisé, par exemple, pour séparer les isomères de la morphine, car un des deux isomères est toxique et on doit séparer avant d'administrer à un patient. Et l'exemple que je vous ai mis ici, c'est l'exemple de la caféine, l'extraction de la caféine pour le café décaféiné. La caféine était extraite au dichlorométhane avant. Donc, le dichlorométhane, ce n'est pas vraiment un solvant qui est bon pour la santé. Fiez-vous sur moi. Donc, ça a été remplacé par des extractions au CO2. Donc, l'avantage aussi du CO2, c'est qu'on n'a aucun solvant résiduel. Lorsqu'on remet à pression et température ambiante, on se débarrasse du CO2 qui peut d'ailleurs être recyclé pour réextraction. Pour ce qui est, je vous ai parlé un peu des différentes approches qui sont des approches dans des labs normés et à la fois aussi des approches dans des milieux de recherche. Les compétences qui sont recherchées chez le personnel technique, c'est une formation qui est sur les instruments, donc d'avoir fait de nombreuses heures techniques en laboratoire à opérer les instruments, je dis bien opérer. Aussi, apprendre sur différents logiciels. Les techniciens vont avoir, ça va être nécessaire pour eux autres d'évoluer dans un milieu de travail à la fois avec les nouveaux instruments et les nouveaux logiciels. Donc, c'est très important, une formation en continu. Les personnels techniques aussi doivent avoir de la facilité avec l'informatique, par exemple les différents logiciels des instruments et les tableurs comme Excel et aussi le côté programmation, comme je vous ai montré précédemment avec le robot. Le technicien va aussi avoir besoin d'avoir une certaine facilité avec l'instrumentation, donc être en mesure de facilement opérer et aussi faire un entretien des appareils de base, malgré que certains techniciens se spécialisent vraiment dans les maintenances des systèmes de spectrométrie de masse. Donc, aussi, pour ce qui est du travail technique en recherche et aussi en normé, c'est un atout que les techniciens soient capables de développer et adapter des méthodologies analytiques. Et on cherche bien sûr la polyvalence, la rigueur et l'autonomie chez le personnel. Donc, en conclusion, la chimie, biochimie analytique, c'est un secteur en pleine évolution grâce à l'évolution de la spectrométrie de masse, aussi grâce à la robotisation qui est maintenant adaptée aux procédures analytiques. Je disais oui les instruments, mais aussi tout ce qui est extraction, préparation d'échantillons et l'omniprésence maintenant de l'informatique. L'industrie et le personnel scientifique doivent s'adapter à ces nouvelles réalités, autant dans le contexte, comme je vous ai dit, de laboratoires normés que de laboratoires de recherche. On assiste aussi à une tendance vers la chimie verte dans ces secteurs. On fait un effort vers la miniaturisation, comme je vous ai présenté avec les chromatographes. On a aussi l'utilisation des solvants verts, comme mon exemple sur le CO2 à l'état supercritique, ce qui permet de minimiser l'empreinte écologique des laboratoires analytiques. Maintenant, donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis, si vous avez des questions, je suis tout oui à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation. On voit qu'on est vraiment dans des domaines très avancés techniquement et c'est vraiment intéressant de plonger au cœur de l'instrument comme ça et de voir à quel point on peut rentrer dans la matière et extraire cette aiguille au milieu de cette botte de foin, puis d'arriver à dénicher tous les secrets de la matière grâce à cette empreinte un peu moléculaire, hein, comme en masse spectrométrie, là, cette distribution de petits fragments qui permet de déterminer, d'identifier une molécule. Et avec toutes les applications qui sont envisageables. Je voulais savoir, moi j'avais une petite question, je pense qu'il n'y a pas de question pour l'instant, mais j'avais une petite question au niveau des biomarqueurs. Pour les identifier, en fait, ça voudrait dire qu'il faudrait connaître quelles sont les molécules qui sont ces biomarqueurs, je suppose, mais ça veut dire qu'on les connaît d'avance, la structure de ces molécules?
Non, ben c'est ça. Ce qu'on cherche, c'est vraiment, on ne connaît pas ce qu'on cherche. Des fois, on va connaître la famille de ce qu'on va chercher comme composé, mais on peut aussi partir vraiment, on ne connaît rien. Ce qu'on va faire, c'est que la première information qu'on va avoir, on va avoir la formule, donc la masse qui va être mesurée à 4 chiffres après le point. Donc, c'est pour ça que je disais, quand on est avec une approche non ciblée, il faut avoir un système de haute résolution. Donc, on va avoir la masse de la molécule à 4 chiffres après le point. Puis, cette masse va nous permettre, avec le logiciel, d'avoir une formule empirique. Il faut comprendre qu'avec ce type d'instrument, l'hydrogène ne pèse pas 1. L'hydrogène va peser 1,0078. On va être précis au 4e chiffre après le point. Donc, par la suite, ce qui va arriver, c'est que avec le logiciel, on va sélectionner les atomes qu'on croit qui sont dans notre molécule, donc les atomes organiques usuels. Puis, le logiciel va faire des combinaisons pour arriver à la masse qui a été mesurée le plus proche possible. Puis, ça va nous permettre de déduire une formule empirique. Par la suite, c'est là qu'on va passer en MSMS. Puis, avec le spec MSMS, on va chercher des banques dans des banques de données. Et on va aussi, si on a une certaine idée de la famille, on va pouvoir dessiner la molécule, puis relier les fragments qu'on voit dans le spectre mesuré avec des parties de la molécule. Donc, c'est un peu un jeu de casse-tête lorsqu'on est rendu là, surtout si ces molécules ou cette famille de molécules-là ne sont pas dans des banques de données. Donc, c'est la complexité du côté non ciblé. On est vraiment, on est à la recherche de biomarqueurs de molécules inconnues. D'accord. Mais c'est le fait qu'ils soient dans certaines familles, en fait. On les repère du fait qu'ils soient dans certaines familles, mais on ne connaît pas la structure exacte de ces molécules-là. Oui, c'est ça. On peut peut-être prendre une question. Je vois qu'il y a une question ici de François Gauvin que je vais me permettre de lire. Au niveau des formations collégiales et universitaires, quels thèmes de chimie générale et des solutions seraient les plus importants à couvrir pour bien préparer les étudiants et s'assurer qu'ils répondent aux compétences que vous avez mentionnées? C'est sûr que chimie générale, si on parle, c'est manipulation en laboratoire, tout ce qui est manipulation avec de petits volumes, micropipettes et vraiment couvrir le côté manipulation. Puis, les techniques de chromatographie sont très importantes de nos jours. Donc, tout ce qui est chromatographie liquide, chromatographie gazeuse, avoir donné des bonnes bases aux étudiants, ce côté-là. Puis, couvrir aussi la spectrométrie de masse, à la fois gazeuse et liquide, qui sont très différentes par leur principe d'ionisation et aussi leur principe d'identification. Il va y avoir beaucoup plus de banques de spectres dans le côté chromatographie gazeuse que chromatographie liquide. Donc, ça doit être bien couvert. Puis, bien sûr, familiariser les étudiants avec différents types de logiciels parce que c'est vraiment un incontournable informatique maintenant. Oui, les logiciels des instruments, mais aussi que les étudiants soient à l'aise avec des feuilles de calcul Excel. C'est un gros plus là, en ce moment pour vraiment avoir l'ensemble des techniques analytiques dans un laboratoire pour le personnel technique. Je vais prendre une dernière question avant de passer à la prochaine présentation et puis je prendrai les autres questions à la fin au moment de la conclusion. Quel niveau de formation ont vos employés techniques typiquement? Nous, on a, bien sûr, comme j'ai mentionné, on a des stagiaires. Donc, étant à côté affilié au Cégep de Lévis, on prend des stagiaires directement sortant de la technique. Mais ici, on va vraiment prendre des techniciens soit sortants ou avec de l'expérience. C'est vraiment, on engage un peu de tout type de bagages. Puis, je vous dirais qu'on a beaucoup pris, dans mon secteur, on a beaucoup pris des étudiants finissants pour vraiment les former selon la recherche ici. C'est sûr qu'il fallait qu'il y ait un intérêt pour la recherche, mais c'est ce que le stage permet un peu de leur donner le goût à la recherche. Puis, on les forme par la suite sur les différentes plateformes ici. Est-ce qu'il y a de la place en formation continue? Oui, je parlais de formation continue, justement, avec le Synchronex. On
on travaille aussi sur, dans les dernières années, on a travaillé à faire, parce qu'au Cégep, vous comprendrez qu'ils n'ont pas des instruments comme des temps de vol. C'est un instrument qui est à peu près 1 million de dollars. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait par groupe de laboratoires. Ils viennent faire un laboratoire sur l'instrument. On leur montre vraiment la spectrométrie de masse tandem, la spectrométrie haute résolution. Donc, il y a vraiment des cours qui se donnent dans les laboratoires ici. Donc, on est en collaboration avec le département de chimie du Cégep. Magnifique. Merci beaucoup. Il y a quelques autres questions, mais je les prendrai à la fin, si vous me le permettez, pour passer à la suite de notre conférence. Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation très éclairante. Je passe à la prochaine présentation. Patrick Marchand a obtenu son doctorat de l'Université de Sherbrooke sous la supervision du professeur Patrick Ayotte, où il a étudié les réactions photochimiques à la surface de la glace. Il a ensuite joint le groupe Sanimark en janvier 2010 comme chargé de projet. En 2013, il a été nommé coordonnateur à l'innovation, où il a mis l'emphase sur le développement de partenariats avec les centres de recherche du Québec et à l'international. Depuis 2015, il est directeur innovation et développement. Il a sous sa charge la recherche et développement, le contrôle qualité et la réglementation. Il met en priorité la recherche de nouvelles composantes et de nouvelles formulations afin d'offrir une gamme de produits rafraîchis et différentes sur le marché. Bienvenue et merci Patrick d'être parmi nous aujourd'hui. On t'écoute. Oui, donc merci Nicolas. Tout d'abord, je veux remercier Coefficience et l'ADIC d'avoir organisé cette conférence aujourd'hui. Depuis 1 an et demi, on n'a pas énormément de chance de participer ou d'assister à des conférences, donc merci beaucoup pour ça. Donc aujourd'hui, quand on a pensé à parler de l'avenir de Sanimark, dans le fond, où Sanimark soit dans le futur, on le sait tous, on est à la sortie d'une crise. Donc j'ai décidé de revenir un peu sur les bouleversements. Je préfère dire bouleversement que crise parce qu'une crise peut paralyser. Un bouleversement nous amène plus à faire des changements. Donc, comment ces bouleversements-là vont définir nos orientations futures. Donc, la présentation va se séparer en 3 petites sections. Première section, présentation de Sanimark pour les gens qui ne connaissent pas la compagnie. Avec un peu nos orientations stratégiques, où est-ce qu'on veut aller. Par la suite, je vais vous parler des bouleversements parce que vous allez voir qu'il n'y a pas juste la pandémie qui existe, il y a d'autres bouleversements qui affectent nos activités quotidiennes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a décidé de mettre en place pour pallier aux lacunes qu'on a vues que ces bouleversements ont amenées. Donc, on y va comme ça. Donc, Sanimark, c'est qui? Sanimark, c'est un expert canadien, fabricant et distributeur de produits de solutions d'assainissement spécialisés dans les marchés agroalimentaires, sanitaires et Cinespa. Donc, ça, c'est la définition très formelle. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait chez Sanimark? On fait des produits de nettoyage, puis on fait des produits de désinfection. On est représenté partout au Canada. Donc, sur la carte que vous voyez en bas, chaque petit point orange représente un point de service de Sanimark. J'ai enlevé beaucoup de détails techniques sur cette slide parce qu'on est une compagnie qui est quand même en assez forte croissance. Donc, cette carte-là a été faite il y a 3 ans, je crois. Il y avait 550 employés qui étaient indiqués. On est rendu à 750 aujourd'hui. Les points rouges, les points oranges se multiplient aussi sur la carte. Donc, on a tellement de variations, autant dans le nombre d'employés que le nombre de produits qu'on vend, que je préfère garder la carte comme ça puis parler des statistiques à la place. Donc, Sanimark, c'est localisé à Victoriaville. Je voulais prendre un peu de temps pour vous parler de Victoriaville parce que on est dans la semaine de l'économie verte et Victoriaville se targue d'être le berceau du développement durable au Québec. Je pense pas qu'on ait l'ego de dire qu'on est les premiers à avoir fait du développement durable dans le monde. Mais ce qui est important, c'est que c'est bien beau le mot berceau du développement durable, mais à Victoriaville, le développement durable, l'économie verte, c'est vraiment ancré dans les gens qui habitent là. Je vous mets une photo un peu de la ville. Vous voyez que c'est une ville qui est c'est une ville de campagne, premièrement. On est loin des grands centres urbains. Mais c'est une ville qui est aussi très verte. Beaucoup d'arbres, beaucoup de nature autour.
Et tout ce qui est autour de Victoriaville, c'est de l'agriculture. Donc, pour chaque habitant de Victoriaville, c'est sûr qu'il y a une relation soit familiale, soit amicale, de gens qui vivent de la terre, qui vivent de l'agriculture. Donc, on a un lien direct avec la terre directement. Donc, ça nous amène à toujours penser ce qu'on va faire, quelle relation ça va faire pour notre voisin qui cultive des patates. Donc, on va être capable de faire un lien direct, ce qui nous amène à toujours garder en tête cette philosophie qui est plus verte. Donc, Sanimark a été fondé à Victoriaville, a été fondé par des habitants de Victoriaville. Donc, la pensée développement durable a toujours été dans notre ADN. Aujourd'hui, l'usine principale de fabrication est toujours à Victoriaville, le siège social également. Et c'est comme ça pour rester. On a un petit centre de production dans le coin de Mississauga également, puisqu'on est rendu à l'échelle nationale, on a besoin de faciliter les transports de marchandises et aussi diminuer le nombre de camions sur la route, toujours dans l'idée de conserver un produit plus vert possible. Donc, Sanimark, c'est quoi? C'est 4 divisions. Division piscine et spa, donc on fabrique des produits pour le traitement des eaux récréatives. Donc, on n'est pas dans les eaux municipales, c'est vraiment les eaux récréatives qu'on fait. Peut-être que vous dites, j'ai jamais vu ça des produits Sanimark quand je suis allé acheter mes produits de piscine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait beaucoup de marques privées, donc Trévi, Club Piscine, Canadian Tire, on fabrique tout ça. On est aussi le fabricant canadien pour la marque HTH. Donc, aujourd'hui, on est le plus gros fabricant de produits de piscine et spa pour le marché canadien. Ensuite, il y a la division agroalimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la division agroalimentaire? On offre des produits, mais également un service d'accompagnement pour l'entretien des industries agroalimentaires. Dans ça, on est dans les top 3 des producteurs, mais on est le premier producteur canadien de produits pour les industries agroalimentaires, pour le nettoyage des industries. Ensuite, la compagnie Woodwyan. Je vais revenir un peu plus en détail sur cette compagnie-là pour que vous compreniez bien la dualité qui existe chez Sanimark. Donc, Woodwyan fournit les produits pour tout ce qui est industriel et institutionnel, donc autant les savons à main, les assainissants à main, les désinfectants de surface, les produits pour les planchers, etc. Et finalement, la dernière division qui s'éloigne un peu de la chimie, c'est la division équipements et services, donc tous les équipements nécessaires pour l'entretien des bâtiments commerciaux. Donc, si on revient à Woodwyan, Woodwyan, c'est l'entreprise dans Sanimark qui représente plus cette dualité de fabricant et distributeur. Donc, originellement, Woodwyan était principalement un distributeur. Depuis que Sanimark l'a acquis en 2006, on met de plus en plus d'emphase sur la ligne de produits Woodwyan. Donc, fabricant, ce que ça nous permet, ça, c'est de vraiment être capable de subvenir aux besoins du marché, peu importe les limites qui peuvent exister au niveau des ententes entre les pays. Donc, on est distributeur, donc on distribue des produits pas juste québécois, on distribue des produits internationaux. Donc, des fois, comme on a vu récemment, des frontières qui se ferment. Donc, ça devient difficile de s'approvisionner. Donc, on a toujours la possibilité de fabriquer les produits. Donc, qu'est-ce qu'on veut devenir? Je vous ai montré la carte du Canada. Sanimark, aujourd'hui, c'est une compagnie canadienne qui s'attaque au marché canadien. Notre vision d'avenir, c'est de devenir un acteur de plus de classe mondiale dans le domaine du nettoyage et de la désinfection. Donc, ouvrir les frontières. Il y a plusieurs façons d'ouvrir les frontières. On peut soit s'implanter ailleurs, avoir des partenariats avec des distributeurs. Tout ça, à vrai dire, c'est une vision qui a été développée à la fin de 2019, qui a eu, sans dire du plomb dans l'aile, elle a eu la vie dure au cours de la dernière année. Donc, je vais tomber un peu dans comment est-ce que les bouleversements à grande échelle, des bouleversements qui n'ont aucun lien avec la chimie, peuvent influencer le développement de Sanimark. Donc, comment est-ce que les crises nous font repenser à comment atteindre nos objectifs. Donc, quand on parle de crise, on va s'en débarrasser tout de suite. La pire crise qu'on ait connue entre les 40 dernières années, selon moi, j'ai 40 ans, c'est la première fois qu'on vivait de quoi de genre.
La pandémie qui a été un peu une dualité pour nous, parce que vu qu'on vend des désinfectants dans le milieu hospitalier, entre autres, ça devait être la joie parce que là, nos ventes ont explosé, mais il faut savoir qu'on n'était pas prêt à ça non plus. On avait un rythme de production, on avait une façon de produire qui nous permettait de répondre à notre besoin actuellement. Ce qu'on n'était pas capable de produire, on avait toujours la distribution, comme j'ai expliqué, pour aller compenser. Sauf que là, quand la pandémie est arrivée, ben, nos ventes ont explosé. Okay? Il y a certains produits qu'on a eu 2000% d'augmentation. Puis en plus, nos distributeurs, notre plus gros fournisseur dans la distribution, c'est un fournisseur américain. Et avec la politique qu'il y avait à l'époque, ils ont décidé de un peu fermer les frontières. Donc, ils ne pouvaient plus nous fournir autant qu'on avait de demandes. Donc là, ça a mis beaucoup de stress sur notre usine en arrière. Ça a mis beaucoup de stress sur tout le monde, à vrai dire, pour être capable de continuer à desservir nos clients. Parce que là, c'était plus juste de se dire ils ont besoin d'avoir un peu plus de savon. C'est la vie des gens dépend de ce qu'on est capable de fournir. Donc, c'était un peu ambivalent la réaction face à cette pandémie-là. Mais il y a eu d'autres bouleversements, okay, des bouleversements peut-être qui passent un peu plus inaperçus au niveau de la population générale. Le premier que je vais vous parler, c'est la Chine. La Chine qui est un manufacturier important pour tout ce qui est matières premières. Toutefois, la Chine est en évolution, puis même depuis quelques années, donc c'est pas une répercussion de la pandémie du tout, sont en évolution. Le peuple chinois commence à envisager qu'ils peuvent être plus que des manufacturiers qui vivent de peine et de misère. Donc, ils ont pris un peu le goût du luxe, puis c'est tout à fait normal et correct. Sauf que ce que ça fait, c'est que l'exportation devient moins importante parce qu'ils ont besoin de plus de matière pour eux, leur vie de tous les jours. Et en plus, la Chine s'est engagée dans des changements climatiques de 2009 à 2020. Je vous mets un petit tableau de ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la Chine est un pays communiste avec ses mauvaises choses et ses bonnes choses. Quand le gouvernement décide qu'il entreprend des changements, il les entreprend à vitesse grand V. Donc, les politiques chinoises mentionnaient que certaines compagnies devaient fermer tant qu'ils ne se conformaient pas aux nouvelles exigences environnementales. Il y a certaines compagnies qui ont tout simplement décidé d'arrêter de fonctionner parce que ça devenait trop difficile pour eux de continuer à fabriquer au prix qu'ils vendaient. Donc, tout ça, ça a créé un gros stress sur la production de matières premières. Ensuite, si on vient plus chez nous, quand on était capable de s'approvisionner à partir de la Chine, on arrivait chez nous puis on n'était pas capable de prendre les produits qui arrivaient au port puis de les amener chez nous. Donc, 3 exemples ici. Le premier, juste avant la pandémie, les Autochtones qui manifestaient pour les pipelines qui passaient sur leur terre. Donc, ils bloquaient les voies ferrées. On s'entend qu'un bateau arrive au port de Vancouver, il vient par train jusqu'au Québec. Donc, ça met un nouveau stress sur l'approvisionnement. Au port de Vancouver, beaucoup de matières sont arrivées en même temps. Donc, congestion des bateaux au port. Les bateaux attendent pour être déchargés. Donc, ce temps d'attente-là fait un effet élastique qu'ils ne peuvent pas repartir pour chercher d'autres matériels. Donc, beaucoup de retard sur les livraisons dans ce sens-là. Et au port de Montréal, on a eu la grève. Je comprends que le gouvernement l'a coupé un peu court, cette grève-là, mais on a eu la grève des débardeurs qui a mis un autre stress sur la ligne d'approvisionnement. Autre bouleversement qui arrive, moi, quand j'étais aux études, tout le monde nous disait « Vous allez être bien, vous autres, il va y avoir plein d'emplois, les baby boomers vont tomber à la retraite. » Je pense que j'étais un petit peu trop tôt. On le vit présentement, la pénurie de main-d'œuvre. Beaucoup de postes qui sont à pourvoir, peu de candidats pour les pourvoir. Donc ça, c'est un autre stress qui arrive à la compagnie. Donc, globalement, une année pour une compagnie comme Sanimark qui aurait dû être assez joyeuse point de vue financier, on s'est retrouvé à être
heureux point de vue financier, mais à avoir eu, excusez-moi l'expression, mais une coupe de coups à la gueule qui nous a fait repenser à comment on devait faire les affaires, comment on devait penser à notre futur, toujours dans l'objectif de devenir une compagnie d'envergure mondiale. Donc, ensuite, on parle des accélérateurs de changement. J'ai dit le mot crise, je l'aime plus ou moins parce que souvent, ça connote un arrêt, mais en fait, tout ce que j'ai parlé là devient un accélérateur. Donc, on doit s'adapter rapidement. Le meilleur exemple de ça, le 13 mars 2020, le gouvernement annonce que les gens doivent commencer à travailler de la maison. Je peux vous dire tout de suite, ici, on n'était pas équipé pour que tout le monde travaille de la maison. Donc, en une semaine, on a dû changer notre façon de faire les choses pour que le télétravail soit maintenant mis de l'avant. Ce changement-là, s'il n'y avait pas eu cette crise-là, probablement qu'il se serait effectué, mais dans un espace de 3 à 5 ans, là, on a parlé d'une semaine. Donc, les autres changements qui ont été apportés, donc, j'ai parlé de pénurie de main-d'œuvre, j'ai parlé d'augmentation de cadence de production. Donc, ça nous a forcé à nous tourner un peu plus vers l'automatisation, se faire des plans pour une usine qu'on appelle 4.0. On n'est pas encore aujourd'hui à l'usine 4.0, on est dans le développement de ça, mais ça a accéléré la mise en place de nouvelles embouteilleuses automatiques, de nouvelles façons de fabriquer nos produits pour qu'on soit moins dépendant des gens, pour qu'on puisse produire plus et de façon plus constante. L'autre changement, c'est au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Je vous ai parlé des problématiques d'approvisionnement avec la Chine. Donc, on se tourne peut-être un peu plus sur des entreprises qui sont plus près de chez nous. Puis ça, je pense que ça va changer un peu le paysage des entreprises au Québec, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui devraient s'intéresser à produire les matières de base et non plus se fier uniquement à des agents externes pour ça. Évidemment, le fait que les coûts des produits chinois ont augmenté favorise un peu la fabrication ici, mais c'est surtout qu'on va chercher des manufacturiers qui vont être capables de nous approvisionner peu importe quoi et qui ne vont pas être soumis à des politiques étrangères nous empêchant de faire les affaires. Donc, dans ce sens-là, dans notre façon de développer les choses aussi, on met un peu d'emphase sur nous, comment est-ce qu'on peut faire nos propres matières de base. Donc, comment est-ce qu'on peut se libérer de la dépendance de nos fournisseurs pour être capable d'être autonome dans ce sens-là. Puis c'est sûr qu'on va toujours avoir une dépendance sur certains parce que des matières de base, si on fait la matière qu'on a besoin, on a besoin d'intrants pour fabriquer cette matière-là. Sauf qu'on veut essayer de s'éloigner un peu d'être plein de compagnies qui cherchent la même matière de base. Donc, essayer de diversifier en fabriquant certains surfactants, par exemple, en les fabriquant avec des ressources qu'on aurait ici à l'interne. La problématique, quand on a de ça, je vous l'ai parlé, la Chine a modifié ses lois environnementales, mais le Québec a déjà des lois environnementales. Donc, on ne peut pas être aussi aventureux que certains autres pays pour la fabrication de ça. Donc, ce qu'il faut qu'on pense aussi, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sûrement pas ce qu'on va faire demain parce que les produits qu'on utilise environnementalement parlant, c'est pas nécessairement les meilleurs produits. Donc, ça nous amène dans un axe de développement qui va tourner autour de l'économie circulaire. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre nos ressources locales pour aller chercher des nouveaux produits, des nouvelles matières de base pour la formulation de nos produits. Donc, ce que je vous montre ici, les petites images qu'il y a là, c'est des projets qui sont présentement en cours et je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas tout fait à l'interne. Une des chances qu'on a au Québec, c'est qu'il y a beaucoup de centres de recherche. On a les universités, mais on a aussi les centres de recherche comme Maxime, où il est, les CCTT associés au collège, qui nous amènent plein d'idées.
Je pense entre autres, il y a la forêt ici, une grosse ressource au Québec, la forêt. On travaille avec, entre autres, Innofibre sur aller chercher des produits extraits de ces rejets des coupes pour incorporer dans nos produits pour avoir un produit qui est plus vert et d'approvisionnement plus local. Je vous ai parlé de Victoriaville, qui était une région très agricole, donc beaucoup de fermes laitières autour de nous. Dans la transformation du lait, il y a des résidus. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans ces résidus-là qui pourraient nous permettre de faire des produits de nettoyage? On ne va pas se le cacher. Le savon de base est encore gras qui a été traité au caustique. Donc, le gras du lait est déjà une source d'approvisionnement. C'est sûr que le but dans l'économie circulaire, ce n'est pas de détourner l'approvisionnement, c'est vraiment venir chercher les résidus d'une industrie comme Lactantia, qui est à 500 mètres de chez nous, pour aller chercher de quoi qui serait bon pour nous. Et ensuite, pas loin de Victoriaville, il y a la région de Saint-Louis-de-Blanford, où il y a énormément de canneberges et de petits fruits. Donc, on a des grosses compagnies de transformation de ces canneberges-là pour faire du jus. Il y a une purée qui sort de cette production-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette purée-là? Qu'est-ce qu'on peut aller y extraire qu'on pourrait utiliser dans nos produits? Donc, tout ça dans une idée d'économie circulaire, mais aussi d'approvisionnement très local pour éviter que le coût de cette production-là, énergétiquement parlant, soit trop élevé, que ça ne vaille plus la peine de le faire. Donc, en conclusion là-dessus, le nouvel objectif qu'on s'est mis, même si notre objectif principal de devenir une entreprise mondiale est toujours là, c'est de gagner en indépendance, de ne plus être stressé par ce qui peut se passer au niveau géopolitique et vraiment être capable de maintenir notre production et la qualité de nos produits, peu importe ce qui se passe. Donc, je vous remercie et je suis prêt à prendre vos questions. Merci beaucoup, Patrick. On apprend beaucoup sur le fonctionnement des entreprises, bien sûr, et puis sur les contraintes, pas seulement avec le Covid, mais que voilà, il y a des répercussions, notamment au niveau de l'approvisionnement et de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est des enjeux, on l'a bien compris, extrêmement importants. On a une suggestion du public où quelqu'un demande si votre entreprise propose des produits de nettoyage pouvant être recyclés avec des systèmes de séparation, par exemple, en proposant des solutions clés en main, produits, systèmes, opérations. Est-ce que c'est une option envisageable? C'est une option qui est envisageable, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas dans les systèmes de filtration et tout ça. Donc, ça, c'est un autre point que je n'ai pas parlé là-dedans, mais les partenariats entre les entreprises vont devenir de plus en plus importants, justement pour proposer ce genre de système-là. On a déjà un partenariat avec une compagnie dans le traitement des eaux. Donc, eux, dans leur développement, c'est le genre de choses qu'ils pourraient regarder. L'autre chose qu'on a à Victoriaville, c'est une compagnie qui s'appelle Gestera, qui est un partenariat public-privé, qui sont dans les rejets, collecte des rejets. Donc, on travaille avec eux aussi pour voir comment est-ce qu'on peut réutiliser les matières qu'on rejette finalement avec nos produits. Est-ce qu'il y a moyen vous parliez de collaboration entre les entreprises québécoises, est-ce qu'il y aurait moyen justement de s'approvisionner avec ces entreprises-là, qui serait un approvisionnement plus local? Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous apporteraient les matières premières dont vous avez besoin? Oui, c'est vraiment le but en arrière de tout ça, c'est de s'approvisionner le plus possible avec des entreprises locales. Puis justement, la grosse problématique là-dedans, c'est toujours de connaître ces entreprises locales-là qui peuvent nous approvisionner. Mais on parle beaucoup des créneaux d'excellence, des regroupements comme la DIC. Donc, tout ça permet de créer ces liens qui vont nous permettre après ça de fonctionner plus localement. On nous demande aussi quels seraient les avantages pour le personnel de laboratoire d'effectuer plus de production avec la robotique. Est-ce qu'il ne serait pas perdant de vivre de tels changements?
plus de production avec la robotique. Je ne suis pas sûr de bien saisir la question. Probablement, en fait, ça fait référence à l'optimisation du temps, du fait d'automatiser les fonctions en mode de production. Ah, OK. La question est par rapport au personnel de laboratoire et quels seraient les impacts finalement sur ce personnel-là par rapport à ces changements. Ouais, ben, c'est sûr que quand on pense robotique, on s'attend à ce qu'il y ait une plus grande consistance dans la fabrication des produits. Donc, oui, ça va faciliter le travail des gens de laboratoire. On peut aussi penser à du prélèvement automatique. On peut penser à du contrôle qualité en ligne sur la ligne de fabrication. Donc, les gens de laboratoire vont peut-être plus être des analystes que des gens qui vont manipuler les burettes et les béchères. Très bien. Je regarde les questions pendant que je suis en train de vous écouter. J'aurais une question pour les deux panélistes d'aujourd'hui. On peut élargir un petit peu les questions où quelqu'un demande d'une façon un peu générale, mais c'est un point important, c'est par rapport à l'engagement environnemental du Québec. La question est la suivante. Avec un taux de recyclage de 8% de déchets plastiques, on est loin au Québec d'une économie durable. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick et Maxime? Tu veux y aller, Maxime? Ça fait longtemps. Ouais, c'est sûr que, comme le dit la question, on est loin, mais je pense que le fait de faire des efforts déjà, parce que la chimie, on va se le dire, c'est considéré comme polluant depuis longtemps. Donc, le fait de faire des efforts puis d'aller vers des technologies plus vertes, je pense que oui, on commence, mais on est dans la bonne voie, justement, par différentes techniques, différentes substitutions. Donc, oui, on peut se fier aux chiffres en ce moment, mais je pense qu'il faut regarder vers l'avenir parce qu'on n'aura pas le choix d'aller vers là. La planète, on s'entend que plus les années passent, plus on la surcharge. Fait que je crois que vraiment il va falloir aller de l'avant de plus en plus vers là. Puis moi, je considère plus que c'est un 8% vers un pourcentage plus élevé. Ouais, je suis un peu d'accord avec ce que Maxime dit, que on est encore en transition. Je pense que l'idée de recyclage est rendue bien ancrée chez les gens. Maintenant, on doit aller plus sur l'idée de réutilisation. Puis réutilisation, ça ne veut pas nécessairement dire prendre ta chaudière et faire la même chose avec, mais bien comment est-ce qu'on peut transformer ce produit-là pour en faire une matière qui a une nouvelle valeur ajoutée dans ça. Puis ça, ben, ça demande de la recherche. Je connais beaucoup de recherches qui sont dans ce sens-là. Donc, le 8%, c'est le seuil de base, mais qui devrait juste augmenter au cours des prochaines années. J'ai une question pour M. Marchand. Bonjour, est-ce que votre volonté de fonctionner en local tout en grandissant à l'international signifie que vous seriez prêt à adapter tous vos procédés selon le pays d'implantation? Ou souhaiteriez-vous garder une certaine uniformité dans vos procédés, quitte à aller chercher la matière première un peu plus loin? Donc là, on est vraiment dans les réglementations et puis dans les approvisionnements, donc c'est une vaste question, j'imagine. Oui. Dans le fond, là, quand on va s'implanter ailleurs, on n'a pas le choix de modifier nos choses. Même si on oublie l'aspect local, on n'a pas le choix de retravailler nos formulations, on n'a pas le choix de retravailler notre façon de faire les choses, parce que c'est pas vrai que tout le monde fonctionne de la même façon. Nicolas, tu l'as parlé, la réglementation, c'est un gros aspect. Quand on fait juste regarder entre ici et la France, un produit qui est considéré comme vert ici ne l'est pas nécessairement en France. Donc, on doit reformuler tous nos produits pour s'assurer qu'on est capable de respecter les termes réglementaires. Donc, quand on parle de local, c'est local par rapport à la fabrication et non local par rapport à Victoriaville, nécessairement. Est-ce que vous avez des collaborations avec des entreprises internationales? C'est une autre question plus publique. Oui, on a des collaborations avec des entreprises américaines, principalement pour l'instant, mais on commence aussi à avoir certaines collaborations au niveau de l'Europe. Au niveau de l'automatisation, qui est un des sujets aussi du jour, bien sûr, est-ce que, autre question, cette automatisation va suffire
pour aider à la pénurie de main-d'œuvre, si en parallèle l'industrie chimique se développe beaucoup pour produire les produits chimiques de base plus localement? C'est sûr que l'automatisation, je ne pense pas que ça soit la seule réponse à ça. Ça va prendre des gens qui sont capables de faire marcher ces lignes-là. Sauf que, juste pour vous donner un ordre de grandeur, avec l'automatisation, on a quand même été capable d'augmenter de 5 fois notre capacité de production sur les produits les plus critiques. Donc, ce qui nous aurait pris une ligne marchait à peu près à 3 employés. Donc, ce qui nous aurait pris 15 employés en prend seulement 3 aujourd'hui. Donc là, on parle en fait de lignes de fabrication, donc finalement dans les processus de fabrication, dans les lignes de production, quoi, ce qui est un domaine d'application dans une entreprise qui n'est pas forcément le même que quand on est dans le contrôle qualité. Éventuellement, c'est une autre échelle. Là, on est dans une échelle de production. Donc, c'est sûr que c'est des enjeux complètement différents et des formations de personnel aussi qui sont différentes. Encore une question pour Patrick. Est-ce que vous avez une gamme de produits spécialisés? On est dans la question précise, là, une question qui est aussi au niveau du nettoyage des salles blanches. Est-ce que vous avez une gamme de produits spécialisés là-dedans? Non, ce n'est pas spécialisé là-dedans. Dans le fond, c'est principalement un aspect réglementaire. Nous, on est plus dans les salles, par exemple, dans les hôpitaux, on va être dans les chambres d'hôpital, mais on ne sera pas dans la salle d'opération. Donc, on n'est pas dans l'aseptisation, on est dans la désinfection de surface. D'accord. Je vais aller vers Maxime un petit peu. Il y a quelques questions du public. Quelqu'un demande bonjour. Qui dit bonjour? Comment ça dit bonjour? À propos de la détection de biomarqueurs dans le cerveau, est-ce qu'on détecte directement les marqueurs dans le cerveau ou est-ce que l'imagerie nécessite l'injection d'agents révélateurs qui vont se fixer aux biomarqueurs et permettre la création de l'image? Et savez-vous si cette méthode est applicable à d'autres tissus que le cerveau? Merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié la présentation. Oui, donc la beauté de cette technique, c'est que non, on n'a pas besoin de marquer nos composés. On va vraiment aller suivre par spectrométrie de masse. On va faire une coupe du tissu, puis on va suivre vraiment par spectrométrie de masse les molécules d'intérêt. Donc, le but, c'est vraiment pas avoir de chromophore ou autre. Par contre, si on voulait voir un composé qu'on va injecter qui peut être un composé endogène, donc qui va être déjà dans l'organisme de manière endogène, mais on veut voir l'apport, on peut aller vers un composé qui va être marqué carbone 13. Donc là, on va le suivre en spectrométrie de masse, mais le composé va se différencier de son carbone 13 par la teneur endogène, donc on va être capable de le suivre. Donc, pour la première partie de la question, j'espère que ça répond bien. Puis, pour ce qui est des tissus, oui, tout autre tissu, mon exemple était le cerveau, mais ça peut être une coupe de tissu, ça peut être un cœur, des poumons, de la peau. Donc, tout ce qu'on peut faire une coupe de tissu, on va pouvoir faire de l'imagerie dessus. Puis, ce n'est pas juste non plus, c'est un exemple de biochimie analytique, mais ça peut être aussi une répartition d'une molécule, par exemple, qui a été appliquée sur une surface, puis si on veut voir si la répartition est égale partout. Donc, c'est une technique qui permet vraiment de faire de l'imagerie d'une molécule donnée sur une surface. Merci pour le commentaire sur la présentation, c'est gentil. Une question pour… je passe à travers les questions, hein, même si ça peut paraître un petit peu décousu, mais on apprécie vraiment vos questions, les participants, donc j'ai vraiment envie de passer à travers. Il y a une autre question du public pour Maxime. Au niveau des logiciels, est-ce qu'il y a une compatibilité entre fabricants? Est-ce que tous les fabricants utilisent le même système de programmation? Donc, pour côté logiciel, c'est sûr que lorsque j'ai présenté sur la spectrométrie de masse, là, le big data, donc le non ciblé, oui, il y a une compatibilité parce que ce qui est généré comme données, on va vouloir par la suite le transférer parce qu'il y a un peu deux ordres de pensée. Par exemple, Waters vont avoir une partie de leur compagnie qui va être vraiment des logiciels qui va gérer les datas qui viennent de l'instrument.
Par contre, les utilisateurs veulent aussi être capables de prendre ces datas-là, puis d'être capables de les traiter avec d'autres systèmes informatiques. Donc, ce que les compagnies ont fait, c'est qu'ils ont vraiment fait des extensions où on peut se promener d'un logiciel à l'autre pour faire le traitement bioinformatique. Donc, nous, on pourrait, par exemple, faire la saisie des données, puis par la suite, transférer les données à une équipe de bioinformatique qui, eux autres, vont s'occuper de faire les statistiques multivariées puis aller chercher les marqueurs. Donc, oui, les compagnies s'arrangent vraiment pour qu'il y ait une compatibilité, que les datas soient traitables sur d'autres logiciels que le logiciel. En général, les compagnies font ça. Très bien, merci beaucoup. Donc, on touche au terme de cette conférence. Ça passe tellement vite, on a déjà un petit peu dépassé. Merci à tous d'avoir été présents. Je pense qu'on a vu aujourd'hui que voilà, on avait déjà amorcé cette transition verte et que les produits sont de plus en plus verts, qu'on cherche à avoir un approvisionnement plus local. On cherche à optimiser, bien sûr, à garder une santé financière de nos entreprises, mais que ça peut se faire dans un contexte qui soit bon pour l'environnement. La tendance est mondiale. Il y a des milliers de milliards de dollars qui sont à investir dans ces prochaines années pour cette transition. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de soutien. Il y a quand même du soutien de la part des gouvernements. Il y a des institutions, des écosystèmes au Québec qui permettront aux entreprises d'aller plus loin dans ces objectifs, tout en restant compétitifs. Donc, en attendant, je pense que notre rôle en tant que scientifique, c'est de faire de la bonne science et de la diffuser pour encourager toute cette action et puis se garder au courant de toutes les avancées qu'on peut faire. Alors, merci encore une fois à tous pour votre participation. Merci au public. Merci encore à nos invités. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour aller plus en avant dans toutes ces réflexions. Merci et bonne journée à tous. Merci tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup.